Salut les réalistes de Twitch et de YouTube, c'est Poulpi et bienvenue donc pour ce retour de l'hebdo JDR, donc du 21 août 2026, où on va surtout parler de news en anglais. C'est très bête, mais j'ai beaucoup plus de mal à trouver des news en français qu'en anglais parce qu'il y a beaucoup moins de sites, à part le fixe, et je les remercie pour leur travail, qui centralise les annonces et news donc des éditeurs français. Là où sur les éditeurs anglophones, j'ai beaucoup plus de sources. Donc effectivement, on va surtout parler de jeux de rôle anglophones ce soir. On va parler de Paizo, on va parler vite fait de Wizard of the Coast avec le départ du CEO, dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler de Wizard of the Coast. On va parler du report de Masque 2, et puis du coup, on va faire un petit tour des sorties numériques, avec principalement du super-héros parmi ce que moi j'ai eu l'occasion de lire, puisque du coup j'ai eu l'occasion de récupérer Invincible et le supplément Secret Wars pour Marvel Multiverse. Et après, je vais faire un petit peu le déroulé de plein de sorties qu'il y a eu, que par contre je n'ai pas lu, et donc on va juste effectivement vous donner mon impression par rapport aux quelques infos qu'on a eues sur ces jeux. Et ça sera tout pour cette semaine. Comme je dis, c'est mon retour de vacances après 3 semaines. Là, j'ai vraiment pas été fouiller, chercher des bons plans. J'ai pas vu de précommande ou de full lancement dont j'avais vraiment envie de vous parler. Donc, on mettra ça la semaine prochaine, puisque du coup, il y a un full lancement qui est sorti, c'est celui de Jetstorm par Onyx Pass. Mais j'ai envie vraiment de me plonger un peu plus dans les premiers PDF qu'ils nous ont envoyés avant de vous parler effectivement de ce jeu pour lequel j'ai évidemment tout de suite filé mon obol. Bon, on va commencer évidemment par les news. Donc, il y en a certaines qui sont pas tout à fait fraîches, mais bon, effectivement, je reviens de quelques semaines. J'en ai quand même récupéré quelques-unes sur la scène francophone, avec entre autres l'annonce par Black Book de la sortie de 2 nouveaux suppléments pour Shadowrun 6, mais pas que. Alors, du coup, il s'agit donc de la traduction du supplément Nature Sauvage, qui est en gros le bestiaire de la 6e édition de Shadowrun 6, oui. Et du coup, la particularité de la VF, c'est qu'en plus du bouquin qui fait, je crois, 160 pages, si je dis pas de bêtises, 176 pages, voilà, le PDF français inclut un supplément de 64 pages qui convertit tous les profils des créatures présentées dans ce supplément aux règles de Shadowrun Anarchy 2.0, donc la nouvelle version de Shadowrun Anarchy, qui a été développée par BBE. Donc on a là-dessus un gros avantage par rapport aux suppléments américains. J'ose espérer qu'ils vont sortir peut-être un petit supplément PDF en anglais pour les joueurs anglophones de Shadowrun Anarchy, qui viendrait s'ajouter au bouquin qui existe déjà en anglais. Mais voilà, du coup, ça veut dire que, bon, si vous achetez le bouquin en français, vous allez avoir un petit peu de parasitage, puisque vous allez avoir soit les 60 pages pour Shadowrun Anarchy 2 qui vous sert pas si vous jouez à Shadowrun 6, et inversement, si vous jouez à Shadowrun Anarchy 2, vous allez avoir tous les profils Shadowrun 6 qui vont vous servir à rien. Mais du coup, les bestiaires de Shadowrun, ils sont connus pour ne pas être que une succession de profils. Il y a aussi beaucoup de données sur les créatures, des idées de mise en scène et compagnie. Donc, je pense que dans tous les cas, en plus des profils techniques, il va y avoir de la matière pour jouer. Le second supplément qui s'appelle Moisson Fatale, lui, c'est en fait un supplément de contexte
qui est là pour raconter les événements qui ont mené en fait à la tentative d'invasion d'un autre métaplan, à savoir du coup le métaplan de, euh, de 10, qui en gros fait évoluer l'histoire donc du setting. Là, il faut savoir que c'est un supplément qui est comme les suppléments de storyline de Shadowrun, qui est pleinement compatible entre aussi bien à Shadowrun 6 que à Anarchy, puisqu'on est pratiquement exclusivement sur du setting, des idées de scénario. Bon, alors, pour avoir feuilleté les précédents suppléments, les scénarios, c'est souvent juste une idée de, comment dire, d'intrigue qui tient sur une demi-page ou une page. Mais du coup, on va vraiment avoir un supplément qui est centré autour de cette invasion. Qui, je sais, j'en vois certains se marrer dans le chat. Je sais que c'est un événement du background qui n'a pas forcément fait l'unanimité. L'arrivée de l'histoire autour de 10 dans le setting de Shadowrun, dans l'univers de Shadowrun. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est du matos pour jouer, donc c'est toujours bon à prendre. Il faut savoir que ces deux bouquins sont déjà en précommande sur le site de Black Book. Du coup, en fait, ils sont là pour l'instant disponibles en bundle, donc avec le bouquin physique et le PDF offert. Donc, ce qui fait qu'on a le bundle coûte le prix du bouquin physique, 49,90 €. Donc 50 balles en gros chaque bouquin. Et vous avez le bouquin physique qui arrivera quand il sortira et le PDF qui vous sera mis à disposition. Personnellement, je vais pas mettre 50 balles dans chacun de ces bouquins. Je vais attendre qu'ils sortent définitivement en format PDF. Quand ils seront disponibles à 20 balles en PDF, qui est le prix moyen en fait des PDF chez BBE, là je les prendrai pour ma collection pour Shadowrun Anarchy 2. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que BBE continue à bouger. Je veux dire, après toutes les rumeurs de cassage de gueule, après leur situation un peu compliquée, je prends chaque news qui indique de l'activité de l'éditeur comme une bonne nouvelle. Deuxième news qui concerne du jeu de rôle francophone. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé du lancement du financement participatif pour le jeu de rôle Justice League Unlimited, donc le jeu de rôle officiel sur l'univers DC qui avait été lancé il y a quelques semaines. Et bien, sachez qu'on a eu la surprise de découvrir que le jeu allait disposer d'une VF directement. Donc le jeu au départ il était proposé en anglais, espagnol et portugais brésilien, puisque l'équipe de développement est brésilienne à l'origine. Mais il se trouve que suite au succès du financement participatif, ils ont rajouté 3 langues qui seront qui feront partie des langues disponibles pour tous les bouquins qui seront financés dans cette campagne. Et qui arriveront avec le reste. Ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de délai particulier pour les autres langues. Donc ça veut dire qu'en fait, ils ont une équipe de traduction puisqu'ils ont aussi clairement... ils se sont engagés à ce que ce soit une traduction faite par des traducteurs et pas une traduction par IA. Du coup, ils ont une équipe de traduction qui devrait travailler en parallèle de l'équipe d'écriture. Donc, je suppose que là-dessus, ils vont se baser sur les partenariats que DC Comics a sûrement à l'international. Et du coup, vous allez pouvoir choisir lorsqu'en fait, il y aura la fin de la campagne
qui du coup est prévu pour se terminer dans 7 heures. Ah bah désolé, hein, j'avais pas fait gaffe, je croyais qu'il restait 3 jours. Bon bah voilà, mais du coup c'est juste une info pour vous dire que le jeu il sera au final disponible en français quoi. Il sera disponible en français, il sera aussi disponible donc en italien et en allemand qui se sont rajoutés aux 3 langues originelles. Euh, donc, effectivement, comme ça se finit dans 7 heures, quand vous verrez le replay pour ceux qui regardent sur YouTube, vous n'aurez sûrement pas vous n'aurez plus l'occasion de backer le projet initial. Mais sachez du coup que le jeu sortira en français. On peut espérer du coup, vu que clairement DC a l'air de très fortement soutenir en fait ce projet, qu'on aura peut-être une sortie, j'espère, en magasin de de comic books aux US et en France, et peut-être qui sait dans d'autres enseignes. Je pense entre autres à des enseignes qui vendent à la fois des comics et du jeu de rôle, comme Cultura en France. Oui, si vous ne saviez pas, dans la plupart des Cultura, aujourd'hui, il y a un petit rayon JDR qui est planqué. N'hésitez pas à aller fouiller. Ils ont des fois des choses assez surprenantes, comme le Cultura de... Alors, c'est en Angers, je crois, Altar, où on allait... le Cultura on allait, et qui par exemple avait des jeux aussi pas forcément très connus, comme la VF en fait de Cowboy Bebop. Voilà, donc sérieusement, si vous avez un Cultura à côté de chez vous et que vous cherchez du JDR, allez fouiller. Vous pouvez avoir des réelles surprises. Ils vendent pas que du Donjon et du Dragon et du Cthulhu. Ils ont vraiment des... Sur celui que j'ai à côté de chez moi et celui que j'ai pu voir à Angers, j'ai été assez surpris par la richesse de la proposition. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que Justice League Unlimited, le jeu de rôle, sera disponible en français et que j'espère qu'il le sera dans d'autres circuits que simplement les boutiques de JDR. Allez, on va passer du coup maintenant aux annonces en anglophone, avec, comme je l'expliquais, le départ du CEO, du PDG de Wizard of the Coast. Alors, si vous... comment dire, vous ne saviez pas qui c'est lui là, c'est John Haidt, qui donc ne sera plus président de Wizard of the Coast à partir du 1er septembre. Et si vous ne saviez pas que John Haidt était le président de Wizard of the Coast, ça ne m'étonne pas, puisque du coup, depuis son arrivée, il est là depuis 6 ans, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble qu'il est arrivé juste après la pandémie. Ils mettent pas de date, mais je crois qu'il est là depuis 2021 de mémoire. Mais du coup, il ne quitte pas complètement Wizards of the Coast. Il devient, en fait, il n'est plus PDG, mais il devient consultant. Et si vous, comme je disais, si vous n'étiez pas au courant que c'était ce mec-là qui dirigeait Wizard, ça ne m'étonne pas, puisque à part sur la partie Magic, où il était un petit peu plus visible, sur la partie Donjons et Dragons, il était complètement invisible, et il était complètement éclipsé, entre autres, par Chris Cox, le PDG d'Hasbro directement, qui était celui qui assurait vraiment la communication autour de Donjons et Dragons, à tel point qu'en fait on pouvait se demander si Wizard en fait avait vraiment un PDG à sa tête, tellement Chris Cox envahissait le paysage des annonces en fait pour Donjons et Dragons. Pour le coup, ce que j'attends du coup prochainement, puisque à l'heure actuelle on ne sait pas qui encore va le remplacer, mais il ne m'étonnerait pas qu'on ait soit directement Chris Cox qui reprenne la double casquette de CEO de Hasbro et de Wizard of the Coast, ou qu'on ait quelqu'un qui soit là juste pour
mettre la vision de Cox directement sur Donjons et Dragons, puisque alors j'ai pas encore dans cette vidéo, je ne vais pas parler des annonces de la Gen Con, puisque j'espère toujours avoir suffisamment d'énergie pour faire une vidéo vraiment sur ce qui a été annoncé à la Gen Con. Mais justement, les annonces de la Gen Con permettent de voir réellement qu'il y a que c'est la vision de Cox qui est appliquée en fait à la politique éditoriale de Wizards of the Coast aujourd'hui. Wizard n'existe vraiment plus du tout en tant qu'entité indépendante de Hasbro aujourd'hui. Hein. Soyons clairs à ce niveau-là. Et du coup, on va avoir John Hyde qui va juste récupérer un poste de consultant. Je me demande surtout sur quoi il va être consultant, parce qu'en fait, il avait été recruté, entre autres, pour l'expansion de Wizards of the Coast suite à la pandémie, pour encadrer toute la partie développement multimédia de Wizard, avec, entre autres, la branche jeux vidéo, sauf que on sait qu'à part la sortie prochaine de Warlock, qui est toujours prévue pour l'année prochaine, les jeux vidéo, faits par Wizard of the Coast, ils ont pratiquement tous été annulés. Du coup, je me demande vraiment en fait quel va être son rôle aujourd'hui, sur quoi il va pouvoir être consultant, puisqu'ils ont un peu saqué toute la partie qui faisait appel à son expertise, puisque le monsieur est un ancien de chez Blizzard. Hein, il a, entre autres, été General Manager de Warcraft pendant 13 ans. Donc, à voir. Mais du coup, je pense qu'on en saura plus d'ici 2 semaines, puisque son départ aura lieu le 1er septembre, et que je suppose que quelques jours avant, ou à ce moment-là, on aura le nom de la personne qui va le remplacer. Et du coup, toujours pour Donjons et Dragons, petite annonce qui est arrivée après la Gen Con, donc c'est pour ça que j'en parle ici et pas dans la vidéo que je prévois pour faire les résumés de la Gen Con. On a juste l'annonce du fait que D&D Beyond, la plateforme consacrée aux jeux en ligne de Donjons et Dragons, donc qui contient à la fois le fait de pouvoir acheter et posséder les bouquins en ligne sur leur interface, et de pouvoir jouer via leur VTT, leur Virtual Tabletop qui s'appelle Battle Maps, si je dis pas de conneries, puisque le VTT en 3D a été abandonné, là aussi. On en parlait il y a quelques mois. Mais du coup, D&D Beyond va avoir droit à une version mobile, donc utilisable sur téléphone, qui en théorie devrait vous permettre de jouer avec vos amis à Donjons et Dragons partout. Mais en gros, soit en format textuel, soit par des petits messages. Mais ça va surtout vous permettre aussi de faire tout le management de votre personnage entre deux parties via l'interface du téléphone. Pour ceux qui n'ont pas envie de choisir les sorts de leur magicien sur un écran, ils vont pouvoir directement sur l'écran. Oui, c'était pas possible de jouer partout avec des outils modernes existants avant leur truc. On est tout à fait d'accord. Il y a des outils, y compris des outils de jeu textuel. On a eu l'occasion de tester, Altar et moi, justement, par le passé. Mais là, l'idée, ça va être que ça va surtout, dès le départ, intégrer D&D Beyond. Donc, il va y avoir toutes les règles, tout de façon officielle, tous les outils pour jouer à Donjons et Dragons via le téléphone, sans avoir besoin que le meneur de jeu, entre guillemets, n'ait à se casser le cul pour implémenter ça dans un autre outil de chat et
de lancer de dés qui serait extérieur à Donjons et Dragons. Et Donjons et Dragons étant toujours le jeu le plus joué, hein, qu'on l'apprécie ou pas, c'est une réalité, bah, c'est assez logique effectivement de se dire que ça va fonctionner, quoi. Bon, alors maintenant on va faire un point, un segment Paizo, qui du coup avec un certain nombre d'annonces, certaines plutôt positives, d'autres on verra ce que ça donnera, mais en tout cas, première news très positive. Je vous avais parlé il y a quelques semaines de l'histoire de Diamond Diamond Comics Edition, qui était le groupe qui était en charge de la distribution des bouquins de Paizo via Amazon, et dont la banqueroute en janvier 2025 avait mis dans la sauce, bon, pas que Paizo, hein, ça concernait aussi un certain nombre d'éditeurs de comics et et donc d'autres éditeurs de jeux de rôle, à savoir donc Green Ronin, entre autres, en plus de Paizo, qui étaient les principaux concernés. Donc, suite en fait à la banqueroute de cette boîte, les entrepôts contenant les bouquins physiques de ces différents éditeurs de comics et de jeux de rôle n'étaient plus accessibles. Ils faisaient partie en fait du litige pour tenter de rembourser les factures accumulées par Diamond Comics. Ce qui fait que Paizo s'est retrouvé avec une perte sèche de leur stock physique, et qu'entre autres sur 2025, ils estiment qu'avoir une perte de revenus s'élevant à 2 millions de dollars. Et le contrat en plus qu'ils avaient avec Diamond Comics faisait qu'ils ne pouvaient pas en plus chercher un autre distributeur physique pour ce qui était de la revente via Amazon. En gros, les seuls qui pouvaient revendre via Amazon les bouquins Paizo, c'était les petites boutiques qui se présentaient en tant que revendeurs sur Amazon. Mais il y avait du coup pas de distributeurs qui pouvaient travailler directement avec Amazon pour distribuer les bouquins, suite au contrat en fait entre Diamond et Paizo. Autrement dit, c'est une situation qui a énormément pesé sur Paizo, qui a eu un certain nombre de conséquences négatives. On en a parlé, ils ont été obligés de licencier 12 personnes, ce qui par rapport à une boîte qui faisait à l'origine, je crois, 70 personnes, est énorme. Ils avaient mis fin à leur partenariat avec Archive of Netis, qui était le site qui recensait l'ensemble des règles pour Pathfinder et Starfinder, qui devait en gros maintenant se débrouiller pour récupérer les bouquins. On va revenir après, ça a un petit peu changé à ce niveau-là. C'est une situation qui avait mis beaucoup de pression sur Paizo. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a finalement un accord qui a été trouvé, qui permet aux différents éditeurs lésés dans l'histoire de la banqueroute de Diamond Comics de pouvoir récupérer tout ou partie de leur stock. Alors, c'est pas parfait, ça ne va pas complètement sauver les meubles, mais en gros, cet accord indique que les différents éditeurs vont pouvoir, en échange du fait de renoncer à 1,5 million de factures non payées par Diamond, avoir accès à leur entrepôt et pouvoir à ce moment-là identifier ce qui reste dans les entrepôts et sous 30 jours choisir ce qui vont récupérer, ce qui vont être détruits, et ça c'est un choix des éditeurs. A
après ce délai-là, le stock restant sera considéré comme abandonné et pourra être revendu par les créanciers de Diamond Comics. Je dis pas que ça, que ça va sauver Paizo, hein. Même si Paizo, dans les faits, était pas en danger, ils étaient simplement dans une situation compliquée suite à cette affaire-là, mais ça va leur permettre peut-être au moins de récupérer cela. D'après ce que j'ai compris, ça met fin aussi au contrat qui contraignait Paizo avec Diamond par rapport à la revente de bouquins. Donc, ils vont pouvoir effectivement rechercher un nouveau distributeur pour la vente sur Amazon. Et du coup, on espère que ça va leur permettre de sortir la tête de l'eau. À la suite de ça, je pense que c'est à la suite de ça, mais pas seulement, mais même si l'information est tombée avant la news, donc qui elle est arrivée le 11 août, on a eu un nouveau partenariat qui a été signé entre Archive of Netis et Paizo. Donc, comme je vous l'expliquais, Archive of Netis, c'est un énorme site internet qui contient absolument toutes les règles de Pathfinder 1 et 2 et de Starfinder 1 et 2. Il y avait un partenariat entre Paizo et Archive of Netis. Donc Archive of Netis n'appartenait pas à Paizo, hein. C'est un groupe extérieur qui mettait à jour ce site, mais avec la bénédiction de Paizo, et Paizo, jusqu'à présent, en plus, leur envoyait gratuitement les bouquins pour leur permettre, effectivement, de mettre le site à jour. Donc, suite aux problématiques qu'il y a eu avec Diamond Comics et aux problèmes financiers de Paizo, Paizo avait mis fin à son partenariat avec Archive of Netis. Très clairement, il leur expliquait qu'ils avaient le droit de continuer à publier les règles brutes, mais c'était à eux de se procurer les bouquins par leurs propres moyens. Ils n'avaient pas plus le droit d'utiliser les illustrations qui étaient sous copyright de Paizo, et ainsi de suite. Du coup, je pense que suite à un petit peu la réaction des fans et le fait que en coulisses, il y avait peut-être déjà cette annonce d'accord qui débloquait la situation avec Diamond Comics, Paizo et Netis ont fini par trouver un nouvel accord. Alors, qui n'est pas aussi permissif que l'ancien. Le nouvel accord indique que Paizo va fournir à la date de la sortie des bouquins le PDF gratuitement à Archive of Netis pour qu'ils puissent mettre à jour le site. Et ça veut dire que du coup, il y aura un petit battement là où effectivement avant Archive of Netis recevait les bouquins à l'avance, qui leur permettait jour J de la sortie du bouquin, on avait ou le lendemain on avait les règles concernées sur le site. Là, il faudra attendre quelques jours pour qu'ils fassent des copier-coller et tout ça, hein, soyons clairs. Et il y aura plus autant le droit de reprendre les illustrations. Il y aura aussi visiblement certaines informations de background qui ne devront plus apparaître sur Archive of Netis, qui sont réservées aux bouquins. Mais les règles brutes, elles, seront disponibles en totalité sur Archive of Netis. C'est-à-dire que ceux qui s'intéressent vraiment à la partie crunch de Pathfinder et de Starfinder, et soyons honnêtes, hein, c'est une énorme partie des joueurs qui aiment ces jeux-là par rapport à la richesse technique qu'ils proposent, ils auront toujours accès à cette richesse via le site d'Archive of Netis, sans avoir besoin d'acheter les bouquins à côté ou de pirater ceci. Ça restera accessible à l'ensemble des joueurs et des joueuses via cette plateforme. Donc, c'est pas parfait, mais c'est toujours un mieux par rapport à où on était.
Et dernier point que je voulais aborder sur Paizo, c'est l'arrivée, du coup, de l'intégralité du catalogue de Paizo sur DriveThruRPG. Donc DriveThruRPG, c'est l'énorme plateforme de jeux de rôle numérique en ligne. Et jusqu'à présent, les seuls produits Pathfinder, Starfinder et tout ça que vous trouviez sur DriveThru, c'était les bouquins édités par des tiers, genre les bouquins Ponyfinder qui vous permettaient de jouer à My Little Pony avec les règles de Pathfinder. Mais du coup, il n'y avait pas les bouquins de Paizo sur DTRPG. Puisque du coup, vous pouviez les acheter en format PDF sur le site de Paizo, qui était un site, très moyen, soyons honnêtes, qui a eu une petite mise à jour récemment qui le rend plus simple d'utilisation, mais on sait aujourd'hui que énormément des acheteurs de jeux de rôle numérique, moi le premier, on fait nos achats sur DriveThru parce que on a un compte sur DriveThru qui nous permet d'accéder à la publication de pratiquement l'ensemble des éditeurs. Et le fait que Paizo n'y soit pas jusqu'à aujourd'hui, ça voulait dire que les joueurs de Starfinder et de Pathfinder, pour la partie numérique, soit ils allaient chercher sur le site de Paizo même, soit ils passaient uniquement par Archive of Netis. Donc je pense que Paizo, ils se sont dit, il y a un moyen, effectivement, même si je pense que ce qui les a retenus jusqu'à présent, c'est la très grosse portion de revenus que prend DriveThruRPG sur chaque vente ayant lieu sur leur plateforme. Mais du coup, on va avoir un catalogue de 1200 PDF qui arrivent sur sur DriveThru de la part de Paizo. Alors, ça arrive par vague, hein. Je les vois arriver dans les nouveautés tous les jours. Ils n'ont pas d'un coup, je pense, les 1200 PDF. Ça va arriver par vague. Mais du coup, on commence déjà à voir arriver. Alors du coup, de manière amusante, les premiers bouquins qui ont été disponibles, c'est ceux qui viennent de sortir, logiquement, hein, puisque ils ont directement en fait été mis jour 1 de leur sortie sur DriveThru, donc le bouquin sur les mers, je crois, et le bouquin sur la magie. Et du coup, là, j'ai vu qu'on avait eu le bouquin de base révisé de Pathfinder 2, le bestiaire, le bouquin du meneur et tout ça qui était arrivé, et ainsi de suite. Et ça va arriver par vagues successives dans les semaines qui viennent. Alors, on va passer à la news suivante. Il s'agit de l'annonce d'un délai supplémentaire pour le lancement du financement participatif pour Mask A New Generation, 2e édition. Donc, Mask New Generation, c'est le jeu de super-héros de Magpie, pensé pour jouer des super-héros adolescents. Donc, c'est un jeu PBTA, justement. Qui est publié, qui est un des meilleurs jeux de super-héros que je trouve sur le marché, et un des meilleurs PBTA auxquels j'ai eu l'occasion de jouer, qui se concentre donc sur les super-héros adolescents, donc dans une ambiance proche de séries comme Young Justice, comme les comics Young Avenger ou Avenger Academy, comme Teen Titan, un petit peu Invincible, sans la violence extrême. Mais du coup, avec l'idée de jouer des adolescents qui sont là après, qu'il y ait plusieurs générations de super-héros qui se soient, qui a déjà été présent dans la ville où on se trouve, et où on cherche à trouver sa place dans tout ça. C'est vraiment un jeu que j'apprécie énormément et j'étais très hypé de voir l'arrivée d'une seconde édition, surtout que j'ai beaucoup aimé ce qu'ils avaient fait sur la seconde édition de Urban Shadows. Et visiblement,
les quelques premières annonces qu'ils ont fait par rapport à l'évolution du jeu leur a valu des retours assez négatifs de la part de certains fans. Que personnellement je ne comprends pas. Hein. J'ai lu les annonces et moi j'ai rien vu qui m'ait choqué en fait. Mais apparemment ils ont eu suffisamment de retours négatifs et après ils disent avoir pris cette décision après leur retour de la Gen Con. Donc il est possible qu'ils aient peut-être fait des parties ou peut-être présenté des un peu plus le projet à des gens en physique à la Gen Con et à ce moment-là eu peut-être des retours mitigés. Mais du coup, ils ont décidé de repousser le lancement du financement participatif qui n'aura plus lieu donc cet automne, mais en 2027, sans qu'on sache encore à quelle date. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'on aura droit à un playtest qui aura lieu à partir de septembre. Donc, qui va permettre déjà de se faire une idée, sachant que les playtests de MikePie, généralement, c'est pratiquement un jeu complet hein, qui vous file pour tester et faire les retours. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais du coup, on va avoir en gros le Kickstart qui va arriver pour le public, plus des parties de playtest ouvertes avec les équipes de développement du jeu sur le Discord de MikePie. Donc, si vous parlez anglais et que si vous avez envie de tester, ça peut être l'occasion de tester. Bon, par contre, sachez que c'est aux horaires... alors, quand j'avais regardé, je sais plus si c'est... en gros, il y a un décalage horaire de 7 heures. Hein, pour ce que j'avais regardé. Je sais plus dans quel coin ils sont aux États-Unis, mais j'avais vu qu'il y avait un décalage horaire d'au moins 7 heures. Donc voilà, sachez que en gros, si vous voulez jouer, ça faudra vous être dispo genre à 3h du mat, quoi. Une annonce de Green Ronin maintenant qui annonce traduire un jeu de rôle japonais. Ou pas. En gros, le jeu de rôle est bien et bien japonais, mais il se base sur Morkborg. C'est en gros une tech. Donc Morkborg, c'est un jeu de rôle qui est connu entre autres pour son aspect visuel très fort, inspiré des albums de doom metal ou de black metal de façon générale. Ce qui donne personnellement, je trouve, un jeu qui est très joli visuellement, mais qui est, pour moi, illisible. C'est pour ça que je n'aime pas Morkborg. Je trouve l'idée graphique intéressante. Je trouve l'exécution injouable. Voilà. Mais du coup, ce qui est intéressant avec Morkborg, c'est que par contre, c'est un terrain fertile qui apparemment a créé toute une scène du jeu de rôle autour de ce parti pris. Donc je vous ai déjà parlé de Pirateborg. Sachez que là récemment, c'est vrai que je vais pas en parler dans les sorties numériques, mais il y a... ah si, je l'ai mis dans les sorties numériques, il y a Torgborg qui est la version post-apo. Et du coup, au Japon, on a un auteur qui a fait une version Royaume combattant, donc l'époque Sengoku du Japon, donc qui va s'appeler du coup Nobunaga's Blast Castle. Donc le château noir de Nobunaga, en référence à Oda Nobunaga, une des figures prépondérantes de cette époque bien particulière, de l'époque Sengoku, qui était surnommé d'ailleurs le roi démon du sixième ciel, The Six Even Demon King.
et qui du coup dans cette version de Morkborg sera un vrai seigneur démon qui a invoqué des hordes de démons pour voir le monde brûler. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal, c'est complètement le parti pris des jeux vidéo. J'ai un trou de mémoire. La saga de jeux vidéo de Capcom qui se passe justement à l'époque Sengoku, où on joue un samouraï qui bute des démons, relâché par Nobunaga, avec le 3e épisode où il y a Jean Reno qui joue dedans, et qui du coup on a un 4e qui arrive cette année, centré sur le personnage de Miyamoto Musashi, Onimusha. Voilà, ça y est, je viens de me rappeler, c'était le nom. Donc, si ça vous dit quelque chose, c'est normal, c'est plus ou moins le pitch des jeux vidéo Onimusha. Alors, est-ce que du coup, ce jeu s'inspire de Onimusha ou pas? Je ne pense pas, vu combien, en fait, cette période et la figure de Nobunaga est prépondérante dans la pop culture japonaise. Je pense que c'est tout simplement, comment dire, quelque chose qui fait partie de leur imaginaire collectif. Le fait de l'associer en plus à une imagerie démoniaque par rapport à son surnom va de soi. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a, on le voit apparaître de cette façon-là dans plein de jeux vidéo et du coup maintenant dans un jeu de rôle. Et dernière news dont je voulais vous parler ce soir avant de passer du coup aux sorties numériques. Il s'agit de l'annonce d'une 5e édition pour Warhammer Fantasy Roleplay, du coup, qui peut être déjà, comment dire, précommandé sur le site de Cubicle 7. Il devrait donc arriver d'ici la fin de l'été. Du coup, d'après ce que j'ai vu passer sur Reddit, mais ça à prendre avec évidemment une pincée, ça annoncerait du coup une sortie début septembre. Mais du coup, on n'en sait pas plus vraiment pour le moment. Est-ce que va y avoir d'énormes changements sur le système de jeu, sur l'univers et tout ça? Allez, on va passer aux sorties numériques. Comme je l'ai dit, il y en a vraiment 2 dont je vais pouvoir vous parler parce que je les ai achetés. Les autres, on va faire un petit passage en express pour ce qui m'a semblé important dans les sorties. Mais du coup, la première grosse sortie dont je voulais vous parler, c'est Invisible, le jeu de rôle édité par Free League, basé donc sur leur système Year Zero, Year Zero Engine, qui est donc le jeu de rôle le système qui motorise une énorme partie de leur jeu, hein, que ce soit évidemment Alien, que ce soit Mutant Year Zero et ses déclinaisons, Toll from the Loop et ainsi de suite. Du coup, là, je peux vous montrer le PDF, puisque je l'ai. Du coup, on est sur un jeu qui adapte... Alors, je tiens à préciser, c'est l'adaptation du comics, et pas de la série animée qui passe actuellement sur Prime. Alors, ça change pas grand-chose, hein, la série animée est très fidèle aux comics. Il y a quelques petits changements par-ci par-là, mais grosso modo, on est sur quelque chose de très proche. Il faut savoir que du coup, en raison de sa violence très graphique, le jeu de rôle, comme le comics et comme le dessin animé, est déconseillé aux moins de 16 ans. Et du coup, on est vraiment sur l'adaptation du Year Zero système, du Year Zero Engine, pour faire du jeu de rôle de super-héros. Mais avec un côté quand même très gritty, qui vient avec la licence Invisible. Donc,
maintenant, pour l'avoir lu, je l'ai pas fait jouer, hein, soyons clairs. Je me suis contenté de le lire pour le moment. Je trouve que c'est un jeu de rôle qui est très solide, tant au niveau du système que de l'univers. Il décrit bien l'univers de Invincible et la façon de le présenter, de présenter un jeu de rôle qui n'est un jeu de super-héros qui reste optimiste. Hein, on n'est pas dans The Boys, on n'est pas sur un truc complètement dark et désespéré, mais on a quand même cette petite vibe sanglante et sans pitié qui vient un petit peu rebattre les cartes du comic de super-héros tel mainstream, tel que l'a popularisé Marvel et DC, où on sait que un super-héros qui meurt, il finira tous les coups par revenir. Voilà, on sait que même un personnage qui subit des changements, il y a sûrement un moment où on va revenir à une espèce de statu quo habituel. Je sais que ça énerve des gens, mais moi, c'est ce qui me plaît aussi dans DC et dans Marvel. Il y a pas un côté vraiment. On sait qu'on est. C'est un petit peu des chaussons confortables. Je sais que ça a tendance à énerver certains, mais moi, c'est ce que j'apprécie aussi chez DC et Marvel. Avec, Invincible, ce que voulait apporter Kirkman dans le milieu du super-héros, c'était écrire une histoire de super-héros, mais où les modifications, enfin les changements, aient un réel impact sur les personnages sur le long terme. Ça veut dire vraiment, si un personnage meurt, il reste mort. Si un personnage a une conséquence telle que la perte d'un membre et tout ça, ça a des conséquences sur le long terme. Moi après, pour avoir lu le comics en entier, c'est pas toujours vrai ce que je dis, mais grosso modo il s'y tient quand même bien. On est quand même sur un truc qui est assez pas dark, mais qui est assez gritty dans ça. Est-ce que ça en fait un jeu de rôle mature et un comics mature? Le comics, oui, à certains points qui sont assez choquants. Ceux qui ont lu le comics, je pense, sauront de quoi je parle et qui ont un impact assez important sur le héros et pas que physiquement. Et du coup, je trouve que le jeu de rôle arrive assez bien dans ses conseils et tout ça à aborder ce côté. On reste sur quelque chose de relativement optimiste, de relativement super-héroïque, mais avec ce côté un petit peu sanglant et gritty, avec des conséquences. Le système, par contre, je le trouve bien, mais sans plus. Hein. C'est le Year Zero System. Ça veut dire que vous avez un pool de dés de 6 à lancer. Il faut au moins faire un 6 pour réussir une action. La petite particularité, c'est qu'ici, quand vous avez des plus de 6, vous pouvez les dépenser pour faire des tricks qui vont avoir un effet un peu plus impressionnant que dans les autres jeux de Free League. Et la création de personnages est un peu plus libre que dans les autres jeux de Free League. Vous avez des archétypes qui sont présentés, mais qui sont des façons de simplifier la création de personnages. Vous voyez, on va voir un personnage, vous avez déjà les caractéristiques qui sont dépensées, la source de pouvoir attirée au dé, sur un dé ou ce genre de choses. Mais du coup,
il y a quand même vraiment la possibilité de vous faire votre personnage en dépensant des points vous-même pour acheter les caractéristiques, les pouvoirs, les talents et ainsi de suite. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus libre que les autres jeux Freelix, qui est assez logique puisque ici il y a différents niveaux de jeu possibles. En fait, vous avez l'ado qui commence, le héros, le super héros street level, le gardien, le défenseur du monde et le super héros au niveau cosmique, avec chacun des points à distribuer. Et de mémoire, je crois que les profils, les archétypes sont, eux, créés avec le niveau défenseur du globe. Mais du coup, si vous voulez jouer avec, par exemple, le niveau street level, faudra créer vous-même votre personnage de A à Z. Ouais, j'ai pas grand chose de plus à dire. Le jeu m'a l'air vraiment très solide. Est-ce que derrière moi j'y ferais jouer? Je sais pas. Je suis pas plus fan que ça de Invisible. Je l'ai beaucoup aimé au début des années 2000 quand le comics est sorti. Aujourd'hui, je trouve que le côté ultra violent et tout ça me va plus trop dans ma façon d'aborder le super-héros. Mais sachant qu'il faut que comme le bouquin présente un mode solo, qui est vraiment très cool, je me laisserai peut-être tenter, je testerai peut-être le mode solo pour voir effectivement ce que donne le jeu. Mais en tout cas, si vous êtes fan de Invisible, ou si vous cherchez un jeu de rôle de super-héros avec un petit peu qui casse un petit peu avec les poncifs du super-héros Marvel ou DC, c'est une alternative très solide. Je peux que vous le recommander. Évidemment, en plus, le jeu est très beau, hein, c'est entièrement illustré avec des images du comics. La mise en page est très très cool et très très bien foutue. C'est très lisible et tout ça. Franchement, si Invisible est votre cam, je vous invite à aller le voir. Sachez qu'en numérique sur Drive-Thru, il est à 21,37 €, que ça fait presque 300 pages. Et bah ouais, c'est un très bon jeu si c'est votre cam. À noter que comme c'est du Free League, il n'est pas impossible qu'on ait une traduction plus tard par Arcane Asylum. Hein. L'autre jeu, le supplément dont je voulais aussi vous parler, toujours de super-héros, c'est un gros bébé pour Marvel Multiverse Role Playing Game, donc le jeu de rôle officiel des super-héros Marvel, qui est donc qui s'appelle donc le Secret War Expansion. Alors, ce supplément m'a agréablement surpris. Je pensais vraiment avoir un bouquin qui se concentre vraiment sur le principe des Secret Wars. Alors, les Secret Wars, si vous ne connaissez pas, dans l'univers Marvel, il s'agit d'events. Il y en a 4 en tout, mais il y en a vraiment 2 qui ont été importants. Il y en a un dans les années 80, où en gros, une créature surpuissante appelée le Beyonder a kidnappé une grande partie des super-héros et super-vilains de l'univers Marvel et les a foutus sur une planète qui s'appelle Battle World pour les voir s'amuser, pour les voir se battre pour s'amuser. Et la seconde Secret Wars, c'est celle qui a eu lieu au début des années 2020, où à la suite d'un énorme event qui s'appelait Time Run Out, à la fin des temps, l'univers Marvel se retrouvait intégralement détruit et était sauvé par Doctor Doom,
qui avait récupéré des fragments de différents univers Marvel pour les agglomérer pour faire son Battle World sur lequel il régnait en tant que dieu. Et à la suite de cela, ça a créé un nouvel univers Marvel. Donc je pensais vraiment qu'ils allaient se concentrer sur ces deux events principaux, et j'étais agréablement surpris de voir que non, en fait ça brasse beaucoup plus de sujets que ça, puisqu'ils sont partis sur l'idée que puisque Doom est une partie importante des Secret Wars, et comment dire que l'aspect cosmique galactique de Marvel avait une part importante là-dedans. Ils en ont fait aussi un supplément consacré aux 4 Fantastiques et aux Gardiens de la Galaxie, aux différentes incarnations d'ailleurs des Gardiens de la Galaxie. Donc, on a quelque chose qui est vraiment beaucoup plus large et beaucoup plus riche au niveau du background. Donc, on a les différentes incarnations, l'histoire et les différentes incarnations des 4 Fantastiques. On a les différentes versions des Gardiens de la Galaxie. On a une description de la zone négative, donc l'univers parallèle dont vient un certain nombre de grands méchants de l'univers Marvel. On a une description des différents grands acteurs galactiques de l'univers Marvel, avec entre autres la Nova Corp, l'Empire Kree, les Chitauri, les Clintar, donc les symbiotes, l'Empire Shi'ar et ainsi de suite. On a même l'Empire galactique intergalactique du Wakanda, pour ceux qui ont lu l'arc de Black Panther qui a été consacré, qui est excellent. On a tout un chapitre sur Doctor Doom, son influence sur l'univers Marvel, comment le faire apparaître dans votre dans votre campagne. Comment aussi on a du coup aussi les secrets tout un point sur la cosmogonie de l'univers Marvel, avec les différentes ce qu'ils appellent les alors là ils ont mis le cosmos, mais c'est en fait les cosmos, puisqu'en fait on en est au 8e cosmos maintenant dans l'univers Marvel. Et enfin, un gros chapitre sur le Battle World tel qu'il est décrit dans le Secret Wars dont je vous avais parlé, mais qui va plus loin, puisqu'il va réfléchir à comment vous, en tant que MJ, vous allez pouvoir créer votre propre Battle World, et comment dans votre campagne vous allez amener jusqu'à l'événement où on va arriver sur ce Battle World, qui est soit à la façon du premier Secret Wars, juste un endroit où les super-héros, les super-vilains sont isolés pour se battre au nom pour le plaisir d'une entité surpuissante, ou comme le second Battle World, un univers qui est le résultat d'un agglomérat d'autres univers. Et du coup, il y a aussi des explications de comment vous pouvez élaborer sur ces différents concepts. Donc beaucoup d'infos d'univers, beaucoup d'idées de scénar et autres. Et bien sûr, il y a, comme toujours dans les suppléments, les petites parties de règles où on va vous avoir un update des règles. Comment organiser un event, le principe des maladies pouvant affecter les super-héros pour pouvoir jouer les Marvel Zombies, par exemple. Enfin, confronter les zombies, les Marvel Zombies à vos super-héros. Des nouveaux équipements, évidemment des nouveaux profils qui arrivent. On a une cinquantaine de nouveaux profils. Il y a aussi beaucoup plus d'indications sur comment gérer ce qu'ils appellent les personnages de rang X.
Dans Marvel Multiverse, on a les personnages peuvent aller du rang 1, donc le street level du niveau de quelqu'un qui a pas de pouvoir, jusqu'au rang 6. Les personnages qui ont des pouvoirs cosmiques comme Captain Marvel, Gladiator et ainsi de suite, ou Thor et tout. Et il y a des entités qui vont au-delà. Excusez-moi, il y a des entités qui vont au-delà de cette échelle de puissance, qui sont les personnages de rang X. Donc là-dedans, ça va être tous les personnages qui ne vont pas être définis par des valeurs chiffrées. Donc on y retrouve des entités comme Galactus, comme Ego, la planète vivante, comme Franklin Richard, quand il a ses pleins pouvoirs. On va avoir je pense que effectivement Onslow au sommet de sa puissance peut être aussi dans cette catégorie-là. En gros, c'est les vilains ou entités bénéfiques que les personnages ne sont pas censés pouvoir vaincre simplement en tapant dessus et en essayant de leur virer leur point de santé. Ce sont des adversaires qui sont pensés pour être vus comme des obstacles qu'il faut surmonter. Galactus, on va pas lui taper dessus. Ça sert à rien de taper sur Galactus. Vous ne pourrez pas le vaincre physiquement. Donc, il va falloir jouer sur ses faiblesses, sur ses peurs, sur ses tags, puisque du coup, les rangs X ne sont pas décrits par des valeurs chiffrées, mais sont décrits par un ensemble de tags. Est-ce que je peux vous en trouver un là, par exemple? Voilà, on va avoir Arishem, qui est donc un céleste, qui peut servir de base pour introduire les célestes. Il n'est pas décrit du coup par un système, par des chiffres. Vous avez ses pouvoirs et objets, et vous avez les traits et tags et son comportement sur du coup comment l'intégrer à la campagne et comment du coup le faire l'impliquer et faire que les joueurs trouvent des moyens détournés de s'en débarrasser, de le vaincre. Du coup, ça, j'ai trouvé assez intéressant parce que j'ai déjà vu en fait d'autres versions des univers, d'autres jeux Marvel ou d'autres jeux DC qui malheureusement donnaient des valeurs chiffrées à des puissances comme Éternité et tout ça. Et ça donnait des choses absolument ridicules, évidemment. Donc là, au moins, ça dit très clairement, il y a des adversaires que vous allez pas pouvoir affronter en jouant bourrin comme ça. Va falloir en fait que vous fassiez vous conceviez un plan pour réussir à le vaincre d'une autre manière. Si vous êtes un joueur de Marvel Multiverse, c'est un must-have. Alors, j'ai envie de dire, jusqu'à présent, les aventures, je les trouve très bof, de celles qui ont été publiées pour Marvel Multiverse. Par contre, les suppléments de contexte, à savoir le supplément sur les X-Men, le supplément sur les Avengers et le supplément sur le Spider-Verse, et donc maintenant ce supplément sur Secret Wars qui englobe en fait tout l'aspect cosmique de l'univers Marvel, je trouve qu'ils sont tous à avoir si vous jouez à Marvel Multiverse. Est-ce que par contre je vous conseille Marvel Multiverse? C'est une question totalement différente. Non, je le trouve pas ouf, ce système, ce jeu-là. Je le trouve correct, il est très bien, mais ça sera jamais, je pense, mon jeu de rôle, mon jeu de rôle par défaut pour faire du super-héros. Je l'utiliserai vraiment que si j'ai des joueurs qui veulent absolument jouer dans l'univers Marvel
et qui veulent jouer avec des profils de héros bien définis, parce que il y a la possibilité de créer ses propres super-héros dans le système Marvel Multiverse. Mais soyons honnêtes, le vrai plaisir du jeu, c'est de jouer le profil de votre super-héros préféré. Si vous avez envie de jouer Captain America, Black Panther, si vous avez envie de jouer Cyclope ou Gambit, si vous avez envie de jouer un Magneto qui est en train de se réformer, si vous avez envie de jouer les Gardiens de la Galaxie, vous prenez les profils tels qu'ils sont décrits dedans, vous lissez les niveaux, parce que effectivement il y a le principe de niveau de puissance, et vous pouvez pas vraiment mettre un personnage de rang 3 dans un même groupe qu'un personnage de rang 5 et que ça passe bien. Il faut un petit peu les lisser, donc soit trouver baisser le niveau d'un personnage pour lui enlever quelques pouvoirs et tout ça, ou augmenter celui d'un autre pour le mettre à niveau, mais ça se fait assez facilement. Et globalement, si vous vous concentrez sur une team de super-héros, la plupart des personnages sont globalement du même niveau. Au sein des X-Men, on tourne autour du niveau 3-4. Au sein des Avengers, on tourne autour du niveau 4-5 avec quelques niveaux 6. Mais oui, j'ai été très agréablement surpris par ce bouquin. J'en attendais pas grand-chose, à vrai dire. Comme je disais, j'attendais vraiment un truc concentré sur les deux itérations des Secret Wars. Et du coup, je m'attendais plus à quelque chose avec plus de scénarios et tout. Mais non, on est vraiment sur un gros supplément de 258 pages de contexte principalement, et de règles. Et du coup, il faut savoir qu'il est... Alors, par contre, les PDF de Marvel Multiverse, ils sont assez chers. Ils tournent aux alentours de 25 € pièce pour les suppléments tels que le Spider-Verse et compagnie. Et c'est le cas aussi pour ce Secret Wars qui est à 25,65 €. Bon, maintenant que j'ai parlé des deux bouquins sur lesquels j'avais le PDF que je pouvais vous montrer, et du coup vous parler en détail de ce qu'ils contenaient, on va passer à un certain nombre de sorties que j'ai vu passer et que du coup j'avais envie de vous parler, mais sur lesquels je vais rester plus vague, puisque ce n'est pour l'instant des jeux que je n'ai pas achetés et du coup dont je ne peux pas vous donner mon ressenti sur le contenu. Donc, très grosse sortie qui a eu lieu il y a quelques semaines. On a le jeu de rôle Discworld par Modifius qui est enfin sorti. Donc disponible en physique et en PDF, donc sur Drive-Thru pour la version numérique. Sachez qu'une version française est déjà dans les tuyaux, qu'un financement participatif avait déjà eu lieu et que du coup les backers devraient pas tarder à recevoir le PDF, et du coup plus tard on aura la sortie globale en français par Arcane Asylum, si je ne dis pas de bêtises. Mais du coup le jeu en anglais, lui par contre, il est dispo, ça y est. Je suis à la fois hypé et j'ai très peur, parce que je vais être honnête, j'adore le Disque Monde, vraiment. Extrêmement peur de ne pas réussir à lui rendre justice en faisant jouer dans cet univers-là. Du coup, je pense que je prendrai quand même le jeu à un moment pour voir comment ils abordent cette question-là. Est-ce qu'ils rassurent les meneurs de jeu en mode, vous n'avez pas besoin de faire du Terry Pratchett, ne cherchez pas à égaler le maître. Ou est-ce qu'ils se contentent de nous présenter l'univers et démerdez-vous. Ensuite, dans les sorties dont je voulais vous parler, on a un supplément pour Eberron. Alors, du coup, c'est du Donjons et Dragons, hein, mais c'est Eberron qui est mon univers préféré de Donjons et Dragons, donc il fallait que j'en parle. Du coup, on a un supplément qui s'appelle Frontier of Eberron Quickstone qui est sorti, qui est du coup un supplément de 256 pages qui, à la base,
est un supplément qui est pensé pour faire jouer sur le principe de frontière, c'est-à-dire les principes frontaliers, les côtés, comment dire, un petit peu Far West. On retrouve un petit peu ce principe de ville frontière tel qu'on l'a dans les nombreux univers de Donjons et Dragons, où on a ce principe d'une zone, d'un village ou d'une petite ville frontière avec une zone à explorer. Sauf que c'est fait à la sauce Eberron, évidemment, et donc, évidemment, ce n'est pas une zone remplie de monstres sans culture à aller exterminer. Et du coup, il développe cette idée-là avec, entre autres, des nouvelles sous-classes, des nouveaux backgrounds, des nouvelles espèces pour jouer, à commencer par la possibilité de jouer des harpies, des gargouilles ou des méduses, parce que le setting qui sert d'exemple pour mettre en lumière tous ces principes liés aux principes frontaliers, ça va être de la ville de Kickstone, qui est à la frontière entre le royaume du Breland, qui est un des royaumes humains principaux de Eberron, et la nation de Droham, qui est un royaume de monstres. En fait, suite à la Grande Guerre, l'équivalent de la guerre mondiale dans l'univers d'Eberron, l'empire qui régnait sur le continent s'est fracturé et il y a une nation qui s'est élevée, qui est constituée de ce qui était considéré comme les monstres par les autres peuples entre guillemets civilisés, hein, voilà, qui en avaient marre de se faire taper dessus et qui ont donc fini par se coordonner pour faire une nation qui est alors, qui du coup a la particularité d'être une des nations qui n'est pas reconnue par le traité qui a mis fin à la guerre, ce qui la met dans une situation un peu particulière, puisque officiellement, les terres qui composent Drohan font toujours partie du Breland, mais de facto, en raison de la situation du pays et des forces armées qui s'y trouvent, les autres pays sont obligés de plus ou moins de négocier avec ce royaume-là. Et du coup, on n'a pas un royaume de monstres à envahir et à exterminer pour récupérer leurs trésors, mais vraiment ce principe que c'est des êtres qui ont été considérés comme monstrueux par les autres royaumes, qui se sont réunis, qui se sont mis sous la protection d'êtres très puissants, qui sont alors, en anglais, c'est hag, du coup, je sais plus c'est quoi la traduction de hag dans Donjons et Dragons en VF. Je crois que c'est Guenaude. Du coup, on a trois Guenaudes surpuissantes qui ont pris la direction de ce pays et qui, par leur seule puissance, arrivent à maintenir un gros équilibre par rapport à ses voisins. Et vraiment cette idée de ok, c'est ce principe de ville frontière, c'est ce principe de terre sauvage à aller explorer, sauf qu'en fait, les terres sauvages, là, c'est rempli non pas d'orques tels qu'on l'avait dans les premiers donjons qui sont juste des barbares avec tout ce qui va avec et l'aspect très colonialiste hérité de Gygax. Mais justement, en fait, il y a des gens qui sont là, ils ont une culture, et on n'est pas là pour jouer les connards impérialistes. Comment on va régler ça? Bref, Eberron fait du Eberron, quoi, et casse un petit peu les clichés qu'on associe assez facilement à Donjons et Dragons. Et comme toujours, merci Case Baker d'avoir fait ça. Ensuite, au niveau de ce que je voulais, des sorties qui ont attiré l'œil, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure. Torgborg, qui est donc la version post-apocalyptique
de Mörk Borg. Bon, je l'ai déjà dit, Mörk Borg, c'est un jeu de rôle dont l'imagerie, c'est de l'OSR, avec une imagerie très inspirée de tout ce qui est death et black metal. C'est des bouquins qui sont, comme vous le voyez, pensés autour vraiment d'une identité visuelle très marquée, qui a visiblement plu à énormément d'auteurs, puisqu'ils se sont lancés dedans, qui a plu à pas mal de joueurs, puisque visiblement ça se vend et ça se joue, mais moi je trouve ça illisible. Vraiment, je trouve l'expérience Mörk Borg et ses dérivés intéressante du point de vue, on va dire, de l'histoire du jeu de rôle et de l'expérience éditoriale, mais et j'ai acheté certains jeux dérivés de Mörk Borg, comme Pirate Borg, mais jamais je ferais jouer ces jeux. C'est insupportable à lire pour moi. Mais du coup, si vous faites partie de ceux qui, contrairement à moi, aimez Mörk Borg et voulez y jouer, sachez qu'il y a donc une version post-apo qui est sortie, 160 pages à peu près, pour 17,10 €. À vous de voir si ça vous intéresse. Et pour le jeu de rôle Wrath and Glory qui se déroule dans Warhammer 40 000, on a un petit supplément pour jouer la loi. Vous trouvez que jouer un inquisiteur ou jouer un Space Marine, c'est pas déjà assez fasciste? Eh bien, sachez que pour 4,27 €, un supplément de 20 pages vous permet de jouer les castigators et ceux qui disposent du droit d'appliquer la loi dans l'univers de Warhammer 40 000. Donc, totalement facho, le jeu de rôle. Bon, voilà, hein, c'est l'univers de Warhammer 40 000. Vous savez à quoi vous jouez quand vous jouez à ça. Et si vous choisissez, en plus de jouer des flics dans l'univers de Warhammer 40 000, je juge pas les kinks, mais un peu quand même. Ensuite, on a eu un jeu de rôle qui est du coup le nouveau jeu de rôle sorti par Ertalsorian Game, donc les éditeurs de de Cyberpunk, le jeu de rôle, de la version jeu de rôle, donc de Cyberpunk, du jeu de rôle officiel Witcher. C'est aussi l'éditeur, mais je crois qu'il n'y a pas eu de réédition récemment, de Mekton Zeta, donc un gros jeu de rôle de mecha absolument imbuvable niveau système. Et du coup, ils ont sorti un nouveau jeu de rôle fin juillet qui s'appelle Fossilized Violence, qui est en fait un jeu de rôle où vous jouez des hommes et femmes préhistoriques dans un univers qui n'est pas notre passé, hein, c'est une Pangée fantasmée, qui vont affronter des dinosaures. Et je vais être tout à fait clair, c'est un jeu de rôle qui est entièrement tourné vers la baston. J'ai lu le Kickstart qui fait une 20aine de pages. C'est complètement un jeu de rôle qui est pensé pour le fait de vous jouer avec sur une battle map. Alors par contre, sans cases ni règles, en fait, ici vous estimez les distances entre les personnages et les éléments du décor et les ennemis avec la main, le doigt, et ainsi de suite. Et l'idée, c'est de permettre de jouer des combats où vous êtes avec votre groupe d'humains qui affrontaient des dinosaures représentés par les jouets en dinosaures plastiques qu'on achète dans n'importe quelle grande surface. Voilà, donc c'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle, hein, il se présente comme un jeu de rôle, mais c'est clairement orienté
vers la baston et vers la baston sur Battle Map. Vous en faites ce que vous voulez. C'est franchement, j'ai pas été plus inspiré que ça. Enfin, j'aime beaucoup l'aspect graphique. Je vais vite fait vous montrer le PDF du Kickstart pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça, qu'est-ce que ça donne. Voilà, visuellement, j'avoue, j'aime bien. Déjà, rien que la carte avec les niveaux de difficulté des zones à explorer, donc il y a un aspect aussi... là, c'est pas exploité dans le Kickstart, mais je suppose qu'il y a un aspect très bac à sable dans le bouquin final, dans le bouquin complet. Et vraiment, j'aime bien cet aspect graphique là et tout ça. Mais ouais, quand je vois le système, je suis pas impressionné. Donc voici à quoi ressemble une feuille de personnage. Donc vous voyez que ce qui est mis en avant, c'est les traits, l'attaque, la défense et une troisième caractéristique qui couvre ce qui n'est pas l'attaque et la défense. Des équipements qui ont différents effets et tout ça. Et il y a toute une mécanique de vous générer des points de violence qui vont vous permettre de faire des attaques spéciales et compagnie. Donc derrière, si vous aimez par contre les jeux de rôle avec du combat tactique et tout ça, je pense que ça peut vous plaire. Mais je pense que je vais attendre de lire des reviews avant d'acheter le bouquin complet. Parce que ça a l'air vraiment d'être juste baston, baston, baston et uniquement jouable en battle map. Donc, ouais, je sais pas si j'ai envie de mettre 17 € juste pour un bouquin dont quelques illustrations me plairaient, quoi. Donc, je vais pour le coup attendre de lire des retours avant d'investir dans le jeu. Mais si jamais de votre côté vous l'achetez et venez me dire ce que vous en avez pensé. Autre sortie qu'on a eue, c'est la nouvelle édition du Cypher System qui est sortie. Donc, le bouquin de base qui contient les règles complètes. Le Cypher System, pour rappel, c'est le système multigenre de Montecook Games. Qui a servi au départ, qui a été créé à la base pour Numenera, leur jeu de rôle de science fantasy, qui a été réutilisé ensuite pour leur jeu de rôle The Strange, qui était un univers, un jeu de rôle multiverse. Et à partir de là, ils ont développé le Cypher System, qui est du coup le système qui motorise maintenant tout leur jeu et sur lequel vous pouvez développer puisqu'il est il y a un OGL du Cypher, donc vous pouvez publier votre propre jeu Cypher System. Plusieurs l'ont fait, entre autres on a l'adaptation des fictions audio Old God of Appalachia et j'ai bouffé l'autre qui est sorti récemment. Mais bref, il y a des adaptations d'autres univers. Le jeu a la particularité d'être extrêmement simple. En gros, c'est un système basé sur le lancer d'un dé de 20, sauf que vous ne devez pas faire plus ou moins qu'une caractéristique. Le meneur de jeu, en fait, définit une difficulté qui va de 1 à 10. Vous multipliez cette difficulté par 3, ça vous donne la difficulté à obtenir sur votre dé de 20. Ça veut dire si une difficulté, par exemple, est de 3, ça veut dire qu'il va falloir faire 9 ou plus sur un dé de 20. Et évidemment, si vous êtes sur une difficulté supérieure
à 6, tout d'un coup, ça devient plus possible, puisque, par exemple, une difficulté de 7, ça veut dire qu'il faut faire 21 ou plus sur un dé de 20. C'est là où les caractéristiques de votre personnage interviennent, puisque les différentes compétences, différentes capacités spéciales de votre personnage vont vous permettre de réduire la difficulté et donc de donner une chance de réussir. Il y a ça, il y a tout un principe de... comment dire, d'attrition avec des points de caractéristiques et tout. Bref, le système est extrêmement simple. La création de personnages est très rapide. Si vous cherchez... Moi, j'ai pas apprécié. Je le trouve très cool, ce système de jeu, mais je l'apprécie moyennement parce qu'il manque justement un petit peu de crunch. Il manque un petit peu de technique, en fait, à mon goût. Mais c'est par contre, si vous avez envie de pas vous prendre la tête avec un système compliqué et qui dispose de plein d'indications pour être adapté à plein d'univers différents, je ne peux que vous recommander Cypher. Les suppléments sont très très cool, les suppléments thématiques pour faire du Medfan, pour faire du super héroïque, pour faire du conte de fées, tout ça, sont extrêmement bien écrits. Et du coup, il y a une nouvelle édition qui est sortie, qui ne révolutionne pas le bouquin. En gros, c'est juste une nouvelle mise en page, un dégraissage de certaines règles qui n'étaient pas forcément très claires et autres. Mais du coup, vous avez là quelque chose qui va être extrêmement souple pour s'adapter à vos tables de jeu. Donc si vous cherchez un système de jeu pour motoriser plein d'univers différents, vous pouvez aller voir le Cypher. C'est vraiment bien écrit, bien foutu. Et du coup, comme j'ai dit, j'ai pas acheté le bouquin, mais les illustrations sont tellement cool. Franchement, l'équipe artistique de Monte Cook, c'est un banger. Franchement, regardez-moi ça. Vraiment, moi, ce genre d'illustration, c'est vraiment un truc que je kiffe. Sachez du coup que le bouquin, il fait de mémoire 350 pages, si je ne dis pas de bêtises. Parce qu'il y a surtout... Non, 320 pages, parce qu'il y a surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options pour bricoler votre truc. Et il coûte 18,99$ sur le site de Monte Cook en PDF. Vous pouvez aussi la commander en version physique, mais les frais d'envoi vont vous coûter un rein et demi. Donc 50$, à peu près 45€ en version physique, mais du coup, vous avez facilement rajouté 20€ de frais d'envoi. La version PDF, donc, qui est à 18$, donc on doit être à peu près à 17€. Et vous avez une petite preview si vous voulez gratuite si vous voulez le voir. Ensuite, dans les sorties, on a le supplément sur New Vegas pour Fallout, dont je vous ai parlé il y a quelques mois, qui est enfin sorti. Donc 136 pages pour 12€. Donc qui décrit toute la zone. Qui décrit New Vegas, mais qui décrit aussi toute la zone du Morave qui s'étend autour de New Vegas, avec évidemment toutes les options de personnages qui vont avec, pour pouvoir jouer dans ce qui est, d'après ce que j'ai compris, serait aujourd'hui le meilleur jeu Fallout avec New Vegas. Voilà. Et enfin, le dernier bouquin qui est sorti, dont je voulais vous parler rapidement, c'est le supplément sur les exaltés alchimiques pour Exalted 3e édition. Donc les exaltés alchimiques, ont la particularité, contrairement aux autres exaltés de l'univers d'Exalted. Donc d'habitude, un exalté, c'est un être qui reçoit une étincelle d'énergie divine
qui va en faire un exalté, un élu de ce dieu, ou dans le cas très particulier des sans dragon, des Dragon Blood, c'est par la génétique qu'ils reçoivent cette étincelle, mais elle est beaucoup moins puissante. Les alchimiques, eux, ont la particularité d'être des êtres artificiels créés dans le corps d'Automacton, qui est un primordial, et un univers parallèle de l'univers d'Exalté. Du coup, c'est un univers qui est très différent du coup de l'univers de base d'Exalté, puisqu'on est en fait, on est dans le corps d'une espèce de dieu immense qui est une machine. Et les personnages, les exaltés alchimiques sont censés être un petit peu les défenseurs et les protecteurs de cette machine qui est en train de s'effondrer. Et qui a du coup des failles qui mènent vers création l'univers de base de Exalté. Donc vous pouvez soit jouer vraiment orienté vers la politique interne d'Automacton, ou vous pouvez jouer le moment où les exaltés alchimiques vont sortir d'Automacton pour rencontrer, pour revenir dans Création, ou au contraire, puisque le bouquin décrit énormément l'univers parallèle d'Automacton, jouer des exaltés extérieurs qui vont découvrir cet univers parallèle. Alors, vraiment, par contre, je ne peux vous conseiller ce bouquin que si vous êtes des fans acharnés de Exalté 3e édition, donc le pavé de 800 pages qui est pratiquement injouable. Et malheureusement, je pense que niveau système, cette version-là ne va pas améliorer les choses. Enfin, ce supplément va nous calquer sur le fonctionnement d'Exalté 3. Donc, quelque chose qui est sûrement très cool au niveau de l'univers, mais qui au niveau du système est une machine à gaz absolue. Et Dieu sait, je dis ça en ayant été fan absolu de la première et de la deuxième édition de Exalté. Mais aujourd'hui, je peux plus. J'ai lu Exalté 3, j'ai fait, mon Dieu, pourquoi vous avez fait ça ? Et par contre, je peux même pas vous le recommander si vous êtes sur Exalté Essence, donc la version simplifiée d'Exalté qui est sortie il y a quelques temps. Puisque sur les 393 pages, sur les 400 pages de ce bouquin, il y en a la moitié qui est consacrée au système. Donc ça veut dire qu'en fait, si vous achetez le bouquin pour Exalté Essence, vous allez en mettre la moitié à la poubelle, qui ne vont pas vous servir. Par contre, effectivement, si vous avez envie de développer l'univers d'Automacton, c'est le bouquin à prendre. Donc voilà, c'est quand même 25,65 € le PDF. À vous de voir. Alors, si vous jouez à Exalted 3, c'est un must-have. Et je ne vous juge pas pour jouer à Exalted 3. Vous avez sûrement un plus gros cerveau que le mien, c'est tout. Mais si vous jouez à d'autres... vous jouez à Exalté avec d'autres systèmes, que ce soit celui d'Essence, que ce soit avec le Cortex, que ce soit avec Godbound, reskiné pour jouer dans Exalted. Je sais que beaucoup de gens utilisent des systèmes alternatifs pour jouer à Exalted. Je ne sais pas du coup si ça vaut le coup d'acheter ce bouquin pour n'en exploiter finalement que la moitié. Donc voilà, c'était mon premier hebdo JDR après mes vacances. Donc comme vous l'avez vu, assez légère, des news principalement en anglais, principalement une petite revue des sorties principales. Comme je l'ai dit, je suis actuellement en train de bosser sur une vidéo sur les annonces de la Gen Con. On va parler de toutes les annonces qui ont été faites par Wizard. On va parler aussi justement de la 6e édition de Donjons Dragons qui arrive, de 2-3 autres trucs qui ont été annoncés à côté. Ça devrait arriver, si tout se passe bien, dans le courant de la semaine prochaine.
Et puis je remercie évidemment tous ceux qui sont venus dans le chat sur Twitch pour m'écouter blablater. Je remercie tous ceux évidemment qui regarderont la vidéo en replay sur YouTube. Comme d'habitude, vous connaissez le blabla habituel. Vous mettez un pouce, mettez un commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne Twitch, filez-moi vos thunes. Non, ça, oubliez ça, c'était pas prévu. Bref, encore une fois, merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Là, aujourd'hui, ça va, on a eu de la pluie et de la fraîcheur. J'espère qu'on va pas avoir de grosses vagues de chaleur bien saoulantes prochainement et que le gros de la canicule est derrière nous. Mais si ce n'est pas le cas, prenez soin de vous, de vos proches, hydratez-vous et puis jouez bien et à la prochaine.